table du matin qui s'intitule Territoire et frontières linguistiques, donc de la linguistique, de la sociolinguistique. Et on va commencer avec Antoine Brahi qui nous vient de l'Université de Lorraine, avec une communication qui s'intitule Prestige et conscience linguistique dans le monde hispanophone contemporain, un état des lieux. Et vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Bon, avant d'entamer mon propos, je vais essayer. Si vous voulez. Je ne sais pas si on m'entend mieux comme ça. Je souhaitais exprimer mes remerciements aux organisatrices de ce colloque qui m'ont permis donc, de vous présenter cette thématique, prestige et conscience linguistique dans le monde hispanophone contemporain, par laquelle je prétends à vous donner quelques informations, quelques rappels sur les politiques linguistiques qui ont été celles des académies de la langue, notamment ces dernières années, et sur les représentations linguistiques des locuteurs. Je vous livre l'architecture de la présentation. Dans un premier temps, je vais circonscrire mon propos aux aspirations panhispanistes d'hier et d'aujourd'hui, qui sont portées essentiellement à niveau institutionnel, à niveau politique, essentiellement par des élites intellectuelles. Pour changer d'optique dans une deuxième partie, en me concentrant sur les représentations des locuteurs standards non spécialistes des questions linguistiques. J'affinerai encore davantage mon propos en me concentrant sur le lien entre migration et perception linguistique. Donc, quelle est l'influence de la migration sur les représentations des hispanophones? Et je prendrai pour terrain d'étude le cas des hispano-américains en Espagne, donc qui sont arrivés en masse en péninsule ibérique durant la vague migratoire des années 90-2000. Et j'ouvrirai mon propos en dernier lieu en vous livrant les considérations qui sont les miennes dans le cadre de mon travail de doctorat. Alors, j'embraye sur les aspirations panhispanistes en vous définissant ce qu'est le panhispanisme dans un premier temps. Alors, la Real Academia Española nous parle d'un movimiento que promueve la unidad y la cooperación entre los países que hablan la lengua española. Donc, une définition assez vague, et c'est bien normal, puisque ce panhispanisme, qui est un courant idéologique, trouve toute forme de traduction, notamment politique, économique et linguistique. C'est là-dessus que je vais centrer mon propos, articuler mon propos. Alors, ces aspirations panhispanistes, elles ont débuté à la fin du XIXe siècle, après une courte période de froid diplomatique entre l'Espagne et ses anciennes colonies suite aux indépendances. Il a été ces idées de coopération et d'unité entre les peuples hispanophones ont été matérialisées, notamment avec la Unión Iberoamericana, qui est une association espagnole qui avait vocation à promouvoir la coopération entre les peuples hispaniques à niveau économique, politique et culturel. À niveau linguistique, après une longue histoire de création d'académies correspondantes par l'Académie de la langue espagnole, on a assisté en 1951 à la fondation de l'Association des académies de la langue espagnole à Salé, grâce à laquelle les associations de la langue fonctionnent, travaillent main dans la main au service donc, de cette idéologie panhispaniste. J'y reviendrai. En 1991, vous avez est célébrée la Primera Cumbre Iberoamericana, donc qui est une réunion politique, d'ordre politique, qui réunit donc les principaux protagonistes politiques des pays. On élargit un petit peu la sphère à l'Ibéro-Amérique, donc en incluant les pays lusophones. En 1997, retour sur le versant linguistique, est célébré le Primer Congreso de la Lengua Española, et ce, jusqu'à nos jours, tous les 3 ans.
Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet et de vous exposer des considérations purement linguistiques, je voulais vous démontrer à travers cette diapositive que cette idéologie panhispaniste, elle est certes, elle a pour pilier la langue espagnole, mais elle peut se déployer sur des terrains assez inattendus et aussi éloignés a priori de ces considérations que le droit. Vous avez ici le prologue du Tratado de Doble Nacionalidad, qui a été signé entre l'État espagnol et la République du Honduras, ou de la main du dictateur Francisco Franco, dans lequel ces liens entre peuple espagnol et hispano-américain sont bien exaltés. On nous parle de lazos de tradición, sangre, cultura y lengua, de propia patria. On parle d'un nouvel ordre juridique ibéro-américain et d'une communauté, surtout d'une communauté de tous les peuples hispanophones. Même chose dans la loi du 15 juillet 1954, par laquelle est modifié le Code civil espagnol et dans laquelle l'Espagne souligne la sympathie et la prédilection qu'elle a pour les anciennes colonies, à savoir l'Amérique hispanique et les Philippines. Si on s'en tient, donc, pour en revenir aux académies de la langue, aux principaux acteurs de cette politique panhispaniste, je vous livre le slogan de l'Association des académies de la langue espagnole, qui me paraît assez éloquente et représentative de la conception des académies quant à la gestion de la langue. Una estirpe, donc une lignée qui représente le passé, en fin de phrase, un destino, le futur. Et qu'est-ce qui lie ce passé et ce futur? C'est la lengua, una lengua, en position centrale, la lengua comme le ciment de cette cohésion des peuples hispanophones. Pourquoi est-ce que cette langue est perçue comme un élément de cohésion, comme un dénominateur commun? C'est parce qu'elle, selon certains linguistes, elle fait partager une vision du monde. Concepción Compagnie a donc repris à son compte le postulat de Humboldt, le linguiste Wilhelm von Humboldt, donc qui nous parle des découpages de la langue qui sont uniques pour chaque nation, et la linguiste donc reprend à son compte cette vision-là en l'appliquant au monde hispanophone. Si on prend le titre, l'intitulé du 4e Congreso Internacional de la Lengua Española, on se rend compte, on précise les choses, donc une langue unique, ciment du monde hispanophone, mais comment est-ce qu'on la traite? Comment est-ce que les académies doivent appréhender le traitement de la langue? Par deux modalités, la unidad et la diversidad. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que cette unité, qui est l'objectif cardinal, qui s'explique par les vieilles craintes qui ont été énoncées au moment des indépendances par des linguistes, et notamment américains, de fragmentation de l'ère hispanophone, sur le modèle latin des langues sur le modèle de l'Empire romain, avec les langues néolatines qui se sont séparées. Depuis, les académies de la langue veillent au grain, à l'unité de la langue espagnole, mais cette unité ne peut être atteinte sans un respect de la diversité des différentes variétés de l'espagnol. On sait tous ici qu'elles sont extrêmement nombreuses. Et donc, cette politique doit se faire desde el abrazo a la diversidad interna. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par l'augmentation, depuis la création de la SALE notamment, ça se traduit par l'augmentation de production académique marquée du sceau du panhispanisme. Vous connaissez tous ces ouvrages que je vous livre, qui se veulent panhispanistes parce qu'ils ont été écrits en collaboration entre les différentes académies de la langue espagnole. Et le titre reflète même ce caractère très marqué du panhispanisme, Diccionario Panhispánico de Dudas, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.
Donc, les académies s'efforcent eh bien, d'écrire des ouvrages en collaboration pour mettre sur un pied d'égalité toutes les variations de la langue et ne pas en marginaliser certaines. Toutefois, ces ouvrages ne sont pas exempts de critiques. Je vous en ai reproduit une qui me paraît qui me paraît résumer assez bien ce qu'on peut trouver en consultant la littérature, à savoir la forte teneur, encore très présente, une forte tradition référentialiste, hein, avec une marginalisation malheureusement des usages périphériques, et finalement un retour systématique à l'étalon péninsulaire. Ça, c'est la critique. Et donc, en résulte un panhispanisme de façade, avec des vœux pieux qui ne sont pas respectés. Ça, c'est la critique type de ce genre d'ouvrage, qui ne doit pas éclipser, bien sûr, les efforts qui ont été ceux des académies de la langue, qui ont radicalement changé tout de même leur politique, et notamment par la publication d'un communiqué en 2004, un communiqué qui a été publié par l'Académie royale espagnole, et qui en dit plus sur sa politique panhispaniste. Donc tout ça, c'était là, on se plaçait à niveau académique, à niveau institutionnel. Maintenant, que pensent les locuteurs dans leur fort intérieur? À quel point est-ce qu'ils ont conscience d'appartenir à un peuple unifié ou non sur le plan linguistique? C'est des questions extrêmement difficiles, évidemment, puisqu'il s'agit de perceptions plus ou moins conscientes. C'est pourtant ce qui a fait l'objet de l'étude de Chiquito et Quesada Pacheco à travers le projet LIAS, qui est un projet sociolinguistique d'envergure qui s'est déployé, qui a été publié en 2014 et dont les entretiens auprès de 400 personnes interrogées dans chacune des 20 capitales du monde hispanophone ont été publiés en 2014. Le questionnaire se compose de 31 questions qui traitent respectivement de la variété nationale, de l'espagnol général et de l'espagnol d'autres nations. Alors, un certain nombre d'auteurs se sont saisis des résultats de cette enquête, notamment Sobrino Triana, pour les décortiquer et pour les confronter, surtout confronter les différents résultats selon les pays. Elle a étudié 3 questions. Donc, diga, mencione un país en que se hable español en donde, para usted, o desde su punto de vista, se hable más correctamente. Même question, mais avec le caractère incorrect. Et enfin, dites, par ordre de préférence, de quel pays vous préférez la variété. Alors, je vous livre les résultats qu'elle a dégagés. Et en un simple coup d'œil, vous voyez que l'immense majorité des locuteurs, qu'ils soient hispano-américains ou espagnols, eh bien, attribuent à la variété péninsulaire, l'espagnol parlé en Espagne, eh bien, le monopole de la correction à plus de 40%. Elle est suivie de très loin par la variété colombienne, qui arrive à peine à 10%, et dans une moindre mesure, la variété vénézuélienne. À l'inverse, c'est l'Argentine qui remporte le triste monopole de l'incorrection. Et vous constatez également que la variable, le caractère agréable de la langue est fortement corrélé au caractère correct, ajusté à la norme, selon le point de vue du locuteur. Et la dernière remarque que je voudrais vous faire à propos de ces résultats, eh bien, c'est que vous noterez que les petits pays qui jouissent d'une présence moindre sur la scène internationale, comme le Salvador, le Honduras ou la Bolivie, ne sont peu ou pas mentionnés, que ce soit dans le sens de la correction ou dans le sens de l'incorrection. Alors, quant à moi, dans le cadre de mon doctorat, j'ai repris aussi certains résultats de cette enquête, et notamment ceux de des questions 21, 22 et 23. Sería bueno que todos habláramos el mismo español. À cette question, eh bien, 50% des interrogés de tous les pays confondus répondent que non, que oui, pardon.
43% répondent que non et 7% sont partagés. Donc vous voyez, le monde hispanophone est assez divisé sur cette question, sur la question de l'unification linguistique. Et dans cette hypothèse où l'espagnol viendra à être unifié, quelle serait la variété que vous souhaiteriez adopter? Alors, je vous livre les résultats selon les pays. Plus le pays est foncé, plus il a mentionné l'Espagne en premier choix. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est l'Amérique centrale et c'est les Caraïbes aussi qui sont les plus enclins à considérer la norme, l'étalon péninsulaire, comme la plus ajustée à la norme, comme la plus normative, avec dans une moindre mesure le Chili et l'Uruguay. Si vous deviez changer votre accent en espagnol, de quel pays aimeriez-vous adopter l'accent? Alors même schéma, hein, donc là les réponses sont un petit peu plus nuancées. L'Amérique centrale est quand même toujours la plus prompte à mentionner la variété espagnole. Quelle que soit la question, 22 ou 23, environ 24% des informateurs optent pour l'Espagne en premier choix. En général, s'ils n'optent pas pour l'Espagne, ils optent pour leur variété à eux. Mais aucune variété hispano-américaine ne se dégage nettement, si ce n'est dans une moindre mesure la colombienne. Et en dernier lieu, ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que le Venezuela, et là, je ne sais pas pourquoi, ça tient peut-être à l'histoire des deux pays, mais le Venezuela est le pays qui systématiquement mentionne le moins l'Espagne. Alors, j'en arrive justement au versant du rapport entre les migrations et les perceptions linguistiques. Donc j'ai choisi pour terrain d'étude l'immigration hispano-américaine en Espagne. Donc quelques rappels pour contextualiser. La vague migratoire d'Amérique hispanique vers l'Espagne a commencé dès les années 90, mais elle s'est accentuée en 2000, et vous voyez sur le graphique 1 qu'elle représente le collectif immigré le plus important en Espagne. Elle supplante même l'immigration européenne. Au niveau des nationalités, c'est l'Équateur. Ce sont les Équatoriens les plus nombreux dans un premier temps, puis les Boliviens et, dans une moindre mesure, les Colombiens. Alors, comment se réalise ce processus d'intégration linguistique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Et quelles en sont les modalités? Eh bien, Moreno Fernández nous indique, et ça c'est assez attendu, que ces hispano-américains, cette communauté immigrée en Espagne, eh bien, jouit d'un degré de tolérance plus forte, évidemment, puisque l'intercompréhension est possible. C'est donc un avantage pour eux au moment de s'intégrer. L'accommodation linguistique, l'adaptation linguistique, donc est un processus sans conflit pour Molina Martos, qui a étudié un groupe de Colombiens, qui a suivi un groupe de Colombiens installés à Madrid. Donc c'est 100 heures, mais en revanche, la grande majorité, 76%, éprouve le besoin de modifier sa façon de parler pour pouvoir s'intégrer de façon plus efficace à la nouvelle société d'accueil. Et notamment les femmes et les personnes de catégorie socio-professionnelle moyenne haute. Maria Sancho Pascual, elle, s'est penchée sur un groupe d'Équatoriens. Elle a découvert plusieurs choses, notamment que les deux variétés, à savoir celle d'origine et celle d'accueil, étaient perçues de manière positive par les nouveaux arrivants, avec des dimensions différentes. La variété d'origine est mise en relation davantage avec le versant affectif, avec le versant identitaire, tandis que la variété madrilène eh bien, est plus associée à la prospérité, à la croissance économique et au développement, à l'amélioration de la situation personnelle. Néanmoins, eh bien, on constate qu'elle a constaté, en étudiant la seconde génération d'immigrés, c'est-à-dire des gens qui ne sont d'ailleurs plus immigrés, qui sont nés en Espagne de parents immigrés, eh bien que ces traits identitaires, ces traits linguistiques, eh bien, étaient considérés comme des marqueurs forts identitaires puisqu'ils n'entendaient pas y renoncer, même en étant nés en Espagne.
Pour ouvrir un petit peu mon propos et terminer sur des considérations un peu plus personnelles, eh bien, je vais vous parler de l'enquête sociolinguistique que je réalise actuellement en Espagne auprès de populations hispano-américaines, donc immigrées, dont les objectifs eh bien, sont de comparer les données que je vous ai présentées au moment du projet LIAS, donc les questions 21, 22 et 23, sur l'unification linguistique et sur, en cas d'unification, sur les variétés que ces personnes aimeraient adopter. Eh bien, ce que j'aimerais savoir, moi, à travers le questionnaire que je diffuse, c'est l'impact de la migration. J'aimerais connaître l'impact de la migration sur les représentations linguistiques de ces populations. Est-ce qu'elles changent par rapport à des personnes qui seraient restées au pays, comme celles qui ont été enquêtées dans le cadre du projet LIAS, ou est-ce qu'elles se modifient? Par exemple, est-ce que l'espagnol d'Espagne va être encore plus valorisé, ou est-ce qu'au contraire, le fait de vivre dans l'ancienne métropole, eh bien, peut dégrader cette vision, cette représentation qu'ils auraient de la variété péninsulaire. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que une autre de mes préoccupations, c'est de savoir si l'origine du migrant a une quelconque influence. Donc très certainement, puisqu'on l'a vu, s'il vient du Venezuela, peut-être qu'il sera moins enclin à désigner la variété péninsulaire comme légitime, comme étant la plus légitime, la plus ajustée à la norme. Et donc pour ça, dégager un petit peu les facteurs, identifier les facteurs liés à la migration qui pourraient influencer, qui pourraient peser sur la représentation linguistique et sur la façon personnelle, très personnelle, d'éprouver cette idéologie panhispaniste de la part des immigrants. Et il me reste à vous remercier pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions.